Bonjour à tous, bienvenue au musée, bienvenue pour cette deuxième conférence autour de notre exposition Cinématis. Donc, conférences qui nous sont très généreusement offertes par l'association des Amis du musée, que j'ai le plaisir donc aujourd'hui d'accueillir Alix Agret, qui est donc une spécialiste des rapports entre art et cinéma, qui a publié donc, un texte très très intéressant dans le catalogue de notre exposition, texte qui portait déjà sur cette dernière section de l'exposition qui est l'impact de l'œuvre de Matisse sur ces cinéastes des années 60, cinéastes français des années 60, les cinéastes de la nouvelle vague. Et c'est un sujet très nouveau qui n'a pas du tout été exploré. Donc il est fortement intéressant et je crois qu'il a fortement d'ailleurs intéressé tous les lecteurs du catalogue. Parce que c'est original, parce que c'est une nouvelle façon de voir Matisse et enfin voilà, c'est bien de défricher, de voir les choses autrement. Donc merci à l'association, merci à Alix d'être venue jusqu'à nous aujourd'hui et d'avoir bravé les éléments. Avec ce temps absolument terrible qu'on a. Et merci à vous d'être ici malgré justement ce mauvais temps, d'être venu jusqu'au musée Matisse. Bonne conférence. C'est un plaisir. Je vais montrer les extraits de films, évidemment. Si le volume ne vous convient pas, dites-le moi et de mes mains, je monterai ou je baisserai le volume. Alors, en prélude à cette conférence, je voudrais m'arrêter rapidement sur deux cinéastes qui ont entretenu un rapport particulier avec Matisse et qui ont eux-mêmes beaucoup compté pour la nouvelle vague. Il s'agit donc d'élargir le sujet pour montrer combien Matisse participe en fait d'une certaine forme de modernité cinématographique au XXe siècle. Je m'attarderai d'abord sur le cinéaste italien Michelangelo Antonioni, puis sur Otto Preminger, américain venu d'Autriche, comme vous le savez sans doute. C'est d'abord sur un détail que je voudrais insister, peut-être anecdotique de prime abord, mais qui est loin d'être insignifiant. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Il s'agit de l'Avventura, que Antonioni réalise en 1960. Anna, une jeune femme, part faire une croisière avec des amis en Méditerranée et elle disparaît soudainement, donc du jour au lendemain. Partie à sa recherche, son fiancé Sandro et sa meilleure amie Claudia, interprétée par Monica Vitti, s'attirent et finissent par se rapprocher. C'est donc moins le mystère de la disparition de cette jeune femme, Anna, que l'aventure psychologique et morale que Sandro et Anna vivent en tombant amoureux l'un de l'autre, qui occupe le reste du film. Le vide laissé par cette jeune femme est comblé par des minuscules dérapages intimes, des glissements de sentiments, des flottements émotionnels qui se créent entre les personnages. C'est intéressant de noter qu'Antonioni lui-même a défini le film, avec une certaine ironie, comme un polar à l'envers. Car je ne sais pas si vous vous en souvenez, si à la projection du film, le spectateur va très rapidement oublier complètement Anna, sa disparition, et le crime, s'il y a crime, en tout cas le mystère, n'est jamais élucidé. On assiste donc à une véritable déroute du sens, une destruction de la narration, une destruction de cette Avventura que le titre promettait. D'ailleurs, Antonioni a été hué lors de la projection du film à Cannes. On lui a reproché la radicalité de cette remise en cause de la narration. Vous allez repérer sur la couverture d'un des livres que Claudia apporte au père d'Anna, ce Matisse, puisqu'elle a donc fouillé dans la valise de son amie, a trouvé ces deux livres et elle les apporte au père d'Anna. Le premier livre est donc le roman de Fitzgerald, Tendre et la nuit. Sur la couverture donc, est reproduit ce tableau de Matisse intitulé Danseuse, fond noir, fauteuil rocaille, qui date de 1942. Et évidemment, cette référence au drame amoureux de Fitzgerald, qui est une chronique d'une décomposition amoureuse, a des accents tragiques. Mais le roman est surtout un contrepoint ironique à la Bible, que le père d'Anna traite comme un indice, preuve dérisoire que sa fille
étant croyante, ayant la Bible et croyante, elle n'a donc pas pu se suicider. C'est bien l'imprégnation catholique et la mentalité italienne qui est à l'œuvre ici. Mais ces deux ouvrages sont en quelque sorte des fausses pistes, qui participent de ces nombreux événements et gestes inexpliqués qui ponctuent le film après la disparition d'Anna. Je dirais que c'est comme des objets interstices qui viennent trouer la narration et dans lesquels viennent se perdre le sens, la linéarité du récit. Antononi déclare, je cite, « Quand tout a été dit, quand la scène majeure semble terminée, il y a ce qui vient après. » En l'occurrence, dans l'Avventura, ce qui vient après dans le film déploie les banalités d'un quotidien qui porte en creux cette scène majeure, cette disparition originelle, mais ne la mentionne ni surtout ne l'éclaire jamais. Alors, je convoque ici Roland Barthes, qui a magnifiquement commenté le cinéma d'Antononi. Selon lui, l'art de ce cinéaste est un art de l'interstice. Le mot est important et, selon lui encore, l'Avventura est un sommet de cet art. Si donc le film est à placer sous le signe de Matisse, c'est au-delà de la simple citation d'un tableau sur la couverture d'un livre, c'est dans sa structure même qu'il est maticien, dans son éblouissant entrelacement du plein et du vide. Alors, j'ai mis la citation à l'écran parce qu'elle est un peu longue, je vais vous la lire. Barthes, dans le dernier essai qu'il écrit avant sa mort, en hommage à Antononi, note, je cite, « Je pense à Matisse dessinant un olivier de son lit et se mettant au bout d'un certain temps à observer les vides qui sont entre les branches et découvrant que par cette nouvelle vision, il échappait à l'image habituelle de l'objet dessiné, au cliché olivier. Matisse découvrait ainsi le principe de l'art oriental, qui veut toujours peindre le vide, ou plutôt qui saisit l'objet figurable au moment rare où le plein de son identité choit brusquement dans un nouvel espace, celui de l'interstice. Si Matisse, alors je vous ai mis cette fameuse œuvre que vous pouvez voir dans l'exposition, si Matisse conçoit son art en partant du vide, en dessinant les vides entre les branches et les feuilles, Antononi, lui, laisse advenir silence, incompréhension amoureuse, faille des émotions, dans l'intrigue éclatée d'une fiction qui tourne à vide, qui s'épuise au fil de la pellicule. C'est donc cette remise en cause de la narration qui a aussi évidemment intéressé les cinéastes de la nouvelle vague. C'est une problématique où Antononi et ses cinéastes ont pu rejoindre Matisse d'une certaine manière, puisqu'on a souvent reproché au peintre la dimension trop décorative de son travail, la négation du récit. Pour Antononi, comme pour la nouvelle vague, l'important, c'est certes de penser le cinéma comme forme qui raconte une histoire, mais surtout qui invente quelque chose d'un point de vue formel et plastique. Et en cela, Matisse a pu être une référence pour de nombreux cinéastes. Ils ont trouvé en peinture une solution à leur tourment esthétique en évacuant le narratif au profit du plastique. C'est dire donc l'importance de Matisse, important par ailleurs, vous le savez, pour son utilisation de la couleur, décisif pour certains cinéastes. Le premier film en couleur qu'il réalise en 1964, Le désert rouge, décrit par Godard dans un célèbre entretien qui a eu lieu à la sortie du film, comme un drame plastique. Et l'expression décrit parfaitement ce qui se passe à l'écran pendant le film. Des couleurs véritablement saturent l'écran avec la couleur de la pollution, de l'architecture industrielle pop de Ravenne où l'action se déroule, de la rouille et évidemment du rouge communiste auquel le titre fait également référence. J'ai fait référence à cette interview puisqu'elle rappelle aussi combien pour Godard la question de la couleur était véritablement très importante, c'était son actualité. On se souvient qu'il venait de tourner Le Mépris, dans lequel il se montrait très très concerné par la mise en scène des couleurs primaires. Godard me permet donc une transition idéale avec le second cinéaste que je voulais évoquer, qui lui aussi a beaucoup inspiré la nouvelle vague. Ils ont beaucoup aimé son film Bonjour Tristesse, qui tourne en 1958. Godard, le premier, qui a dit qu'À bout de souffle aurait pu commencer là où Bonjour Tristesse s'arrête.
et c'est une Jane Seberg presque ready-made en fait, qu'il est allé chercher dans le film de Preminger. Il repère l'actrice dans Bonjour Tristesse et voit en elle son étudiante américaine, cette étudiante dont Belmondo tombera amoureux dans un bout de souffle. C'est les mêmes cheveux coupés courts, la même légèreté, la même grâce et la même capacité d'autodestruction. Il le dit lui-même, je cite, « J'aurais pu partir du dernier plan du film de Preminger et enchaîner sur un carton, entre guillemets, 3 ans après. » Bonjour Tristesse est un film méditerranéen, s'il en est, qui inverse avec une certaine perversité les schémas chromatiques habituels, puisque c'est un film fait de flashbacks, et Preminger a l'audace de filmer le présent en noir et blanc, donc de l'ancrer dans une forme d'objectivité documentaire, par contraste avec les souvenirs qui sont teintés de subjectivité et de nostalgie. La perte d'innocence de l'héroïne, incarnée donc par Jane Seberg, Cécile, se matérialise par une forme de monochromie qui l'enferme et l'éteint littéralement. Le film est adapté du roman de Françoise Sagan et se retourne sur un épisode traumatique arrivé dans le cadre enchanteur d'une Riviera glorifiée par le cinémascope. Je n'en dirai pas plus pour ne pas vous dévoiler le fin mot de l'histoire. Malgré la luxuriance des coloris, le film baigne dans la mélancolie, cruellement redoublée par la lucidité redoutable dont fait preuve Cécile, Jane Seberg, qui sait sa responsabilité dans le drame qui s'est déroulé sur la Côte d'Azur un été. Mais il y a par ailleurs beaucoup de sensualité dans l'usage de la couleur, et on sent une sorte de jouissance chez Preminger, même à renforcer l'ambiguïté des liens presque incestueux qui existent entre Cécile et son coureur de père, incarné par David Niven. Alors il faut savoir que Preminger était maticien dans son intimité, c'est un collectionneur d'art, donc d'autres œuvres que des Matisse, mais il a vécu avec notamment cet intérieur à la fougère noire et ce nu bleu à la grenouille. Il installe d'ailleurs dans la chambre de David Niven, dans le film, 2 dessins de Matisse, que vous allez voir dans l'extrait que je vais vous montrer. Il les installe dans un espace hautement symbolique, puisque David Niven, donc le père, prête sa chambre à la femme qu'il veut séduire, à une certaine Anne, incarnée par Deborah Kerr dans le film. C'est la meilleure amie de sa femme qui, elle, est décédée. Il l'attire, mais elle supporte assez mal son attitude de playboy. Il l'a néanmoins invitée à passer ses vacances dans sa villa au bord de la mer, avec la ferme volonté de la conquérir. La séquence donne à voir la confrontation entre ces 2 femmes. Le cadre est exquis, mais la tension se fait jour, et les dessins de Matisse en sont les 2 témoins muets. Ils incarnent une immobilité, une pureté de traits, une transparence évidemment absente du drame qui est en train de se nouer dans la pièce. On sent une opacité des sentiments qui alourdit l'atmosphère, opacité littérale aussi, puisque les têtes des 2 femmes viennent projeter leurs ombres sur les 2 portraits. Ces 2 œuvres de Matisse participent d'un cadre idyllique envahi par les sous-entendus, opposant leur placide beauté à la violence du drame à venir. Je n'ai pas mis la suite de la scène, c'est assez explicite évidemment cette tension qu'on sent. Le drame à venir est symbolisé par la chute d'un vase qui se casse en 1000 morceaux, alors que Deborah Kerr s'offusque de plus en plus de la vulgarité de la fille et du père. Éric Rohmer a dit de Bonjour Tristesse qu'il était le plus beau film jamais tourné en cinémascope. Et je crois que s'il est judicieux de convoquer Matisse pour parler de la nouvelle vague, c'est aussi en lien avec l'arrivée de la couleur qui a beaucoup préoccupé les cinéastes de nouvelle vague. Alain Bergala a démontré comment des restrictions techniques et budgétaires ont contraint les cinéastes de la nouvelle vague à tourner en noir et blanc, en contradiction totale avec leur prise de position théorique. En tant que critique, et là je parle surtout d'Éric Rohmer et de Jean-Luc Godard, ils ont aimé et défendu la couleur au cinéma et se sont trouvés dans une situation étrange, puisqu'ils ont élaboré une théorie simple mais cohérente de la couleur, tout en devant tourner en noir et blanc pendant plusieurs années, avant donc de pouvoir confronter leur théorie critique de la couleur à leur propre pratique de cinéaste. Je vais donc tenter de démontrer que Matisse fut une sorte de caution chromatique pour ces cinéastes,
Il apparaît selon deux modalités dans leurs films. Il y a les citations directes que certains cinéastes de Nouvelle Vague ont pu faire de ses œuvres, mais aussi, et c'est sans doute plus intéressant à souligner, des liens souterrains avec Henri Matisse qui innervent leurs films et décisivement leur conception du cinéma. Il est donc une référence picturale et formelle pour eux, mais aussi théorique. Alors, je souligne simplement que je vais me concentrer surtout sur Éric Rohmer, Jean-Luc Godard. Je vais élargir la notion de la Nouvelle Vague à Agnès Varda et Jacques Demy. Je ne parlerai pas de Truffaut, qui était un inconditionnel du noir et blanc et qui était un romanesque, aimait raconter des histoires. Idem pour Chabrol. Et en revanche, en conclusion, j'aborderai rapidement un aspect plus théorique chez Jacques Rivette. Je place donc la conférence sous le signe de cette célèbre toile, la blouse roumaine, que l'on va retrouver à plusieurs reprises. Vous le savez sans doute, cette toile apparaît sous la forme d'affiches, de cartes postales, d'abord évidemment sur l'affiche de Pauline à la plage, film que Rohmer réalise en 1983, mais aussi, peut-être de manière plus discrète, chez Godard, dans Pierrot le Fou. Vous l'apercevez à droite de l'écran. Et elle est même commentée par Godard lors d'une visite qu'il fait au Musée d'Art moderne de Paris en 1965. Vous avez peut-être vu l'extrait déjà dans l'exposition. Il fait la visite presque aussi rapidement que Samy Frey, Claude Brasseur et Anna Karina font celle du musée du Louvre dans Bande à part. Je ne résiste pas à vous remontrer cet extrait. Vous allez voir, Godard ignore absolument tout ce qu'il voit, jusqu'au moment où il s'arrête devant une toile. Moi, c'est décevant. C'est mieux de lire Les Voix du silence que d'aller au musée d'art moderne. Parce qu'on a la peinture avec soi. C'est le contraire de sa mission, finalement, dans un musée. Contrairement au cinéma. Nos parents disaient que Rembrandt était un grand peintre, le Titien aussi, on pensait aussi, puis on voit un jour ce tableau, et puis c'était la même époque qu'un poème d'Aragon. C'est drôle, m'a fait découvrir la poésie moderne. Et c'était drôle, puisque il m'a fait découvrir la poésie moderne, il avait écrit un article, c'était en 40, sur Matisse, dans Verve. Ça correspond beaucoup, je trouve. Parce qu'Aragon, c'est toujours la digression, les idées l'une par-dessus les autres. Et Matisse, c'est les formes qui n'a... Je veux dire, on fait ça, puis on en refait une autre, puis une troisième. Ça correspond... Finalement, il a l'air assez simple, ce tableau. Il est purement décoratif, comme une blouse. Et puis, plus on le regarde, finalement, il y a un sentiment. Je veux dire, on le découvre comme sentiment, comme dans un tableau. C'est-à-dire simplement une jeune fille qui rêve et qui pose quelque chose. Alors que la première fois qu'on le voit, on pense pas du tout... On le voit en tant que... Mais finalement, la peinture moderne est bien plus... Parce que ce que Malraux découvre dans la peinture, il vous dit Chardin, c'est déjà un braque. Et puis il isole un détail, et puis il vous dit, regardez, c'est du braque. Alors que quand on voit un Chardin, on pense juste au temps qui passe, au paysage. Et puis il faut faire le contraire. Ou si on voit un Matisse, on dit c'est des formes. Et puis il n'y a qu'à le regarder, et puis finalement on s'aperçoit que c'est une pensée et un sentiment. Plus on la regarde, plus on s'intéresse à ce qu'elle représente d'humain. Enfin, ces yeux qui sont que deux traits, finalement, il signifie un regard. Je dirais donc que cette peinture est comme presque une divinité tutélaire pour une génération de cinéastes avides de s'émanciper de l'académisme ronronnant
linéaire de ses aînés. Elle incarne à elle seule certains traits qu'ils aiment tant chez Matisse. D'abord l'affirmation de la couleur comme forme, la liberté de la ligne et donc un art supposé de l'improvisation, et enfin une peinture qui se pense dans et avec le décoratif. Comme je l'ai déjà dit, avec Matisse reviennent au premier plan des considérations plastiques sur l'image. Outre cette attention à la plasticité, c'est évidemment aussi la jubilation chromatique de Matisse, dont la blouse rayonne, qui a pu intéresser les cinéastes, puisqu'elle se fait l'écho de leur propre quête de maîtrise cinématographique de la couleur, trop longtemps empêchée, je vous l'ai dit. Je vous donne juste simplement un chiffre très révélateur. Jusqu'en 1955, la proportion de films français en couleur ne dépasse pas 2%. C'est rien, surtout si on pense en comparaison avec Hollywood. Éric Rohmer, notamment, a souvent déploré cette situation. Lui qui, alors qu'il est encore critique au Cahier du cinéma, s'enflamme par exemple pour les explosions colorées de Tahiti, restituées par le Technicolor dans un film de 1958, South Pacific. J'ai mis quelques photographes pour que vous voyez de quoi je parle, des couleurs très criardes, qui ont été très décriées à l'époque, en raison en fait, de l'addition de filtres mal exploités. Ça a conféré une sorte de rutilance, de kitsch au film. Rohmer l'a pourtant défendu. Voici un plan qui peut faire penser que le metteur en scène a peut-être vu Tableau de Murnau. Voilà, pour vous donner une idée, ces couleurs ont enchanté Rohmer, et il n'est pas inintéressant de se souvenir que c'est Rohmer qui épingle dans Contes de printemps, en 1990, au mur donc, de l'appartement de cette jeune femme, une grande reproduction de La Perruche et la Sirène, ces papiers découpés de 1952, dont la flore tropicale vibre de l'intensité des coloris qui ont tellement marqué Matisse lors de son voyage dans ces îles du Pacifique. Alors il faut savoir que, évidemment, il y a aussi un grand nu bleu, un postal. Rohmer fait en sorte que les formes des papiers découpés vraiment adviennent dans le temps, puisque le fond est entièrement blanc. Même il y a un bouquet de fleurs, les fleurs sont blanches. C'est vous dire voilà, son attention à l'arrangement chromatique de ces plans. Cette attirance pour la couleur transparaît par ailleurs dans l'attention, bien vous le montrer quand même, que porte Rohmer par ailleurs aux vêtements et accessoires de ses acteurs. Puisque, contrairement à Jacques Demy, par exemple, qui lui ira jusqu'à repeindre les murs de la ville, Rochefort par exemple, pour les Demoiselles de Rochefort, Rohmer s'interdit toute manipulation par fidélité à la réalité. En revanche, il se permet de contrôler à petite dose, via le corps de ses acteurs, la couleur. Et je vais vous montrer un clip dans lequel une de ses actrices fétiches avec laquelle il a beaucoup travaillé, Rosette, est très maticienne puisqu'elle arbore les gouaches découpées de jazz sur un sac à main dont les teintes s'harmonisent avec sa robe turquoise et son chouchou vert. C'est les détails, bien sûr, mais autant de détails qui rehaussent les rapports entre son corps et le décor, alors qu'avec son compagnon, incarné ici par Pascal Grégory, elle surjoue la gestuelle du lever quotidien. Alors, ce clip date de 1986. Je tiens à signaler c'est un clip qui tourne en dérision le concept même du clip, qu'il a été voulu par Rosette, qui en a fait la commande à Rohmer, qu'il est au bord de la caricature, voire est caricatural, et a parfois gêné certains spectateurs pour la mièvrerie qu'il lui reprochait, et pour une description peut-être stéréotypée de la femme. Alors, en conformité avec son désir de ne pas trahir la réalité, Rohmer va être très attentif à un éclairage logique, qu'il veut logique en tout cas. Pour lui, il est hors de question qu'il y ait une ombre sur un mur quand on sait que la lumière ne vient pas de certaines fenêtres, et ce qu'il privilégie, c'est la source naturelle de la lumière, en refusant des ondes trop violentes, ce qui veut obtenir une photo donc très anti-expressionniste.
Il le dit, je trouve la citation intéressante, je cite, « Je n'aime pas tellement les ombres, j'aime une photo plutôt un peu plate, et dans ce cas-là, qui ressemble plus à la peinture moderne, donc qui est plus Matisse. C'est une photographie presque sans ombre, avec peu de modelé. Le film Pauline à la plage en est l'incarnation parfaite. Je vais donc m'arrêter sur le film quelques instants. Je l'ai dit, c'est un film tourné en 1983, un film de vacances amoureuses. Ariel Dombal et sa cousine dans le film, Amanda Langlais, partent au bord de la mer pour leurs vacances, et une constellation d'hommes, jeunes et moins jeunes, vont finir par évidemment troubler leur quotidien. Le film appartient à la série des contes et proverbes, et il faut savoir que Rohmer avait une sorte d'obsession. Chaque film était associé à un programme chromatique très spécifique. Et il poussait le vice, et je dis ça avec toute l'admiration que j'ai pour lui, jusqu'à en fait inscrire et écrire le scénario de chaque film dans des cahiers dont la couverture correspondait à la couleur du film. En l'occurrence, pour Pauline à la plage, les couleurs du film sont informées et inspirées par la blouse roumaine. Rohmer va faire en sorte d'utiliser des plages de couleurs franches, blanc vibrant, taches de rouge et bleu, le bleu de la mer. Si vous regardez la blouse roumaine, c'est bien les couleurs de la toile. Rohmer fait résonner le rouge de la blouse roumaine, dont la reproduction orne un des murs de la chambre de Pauline, en posant une bouée de la même couleur sur un radiateur. Il a pris la précaution de le recouvrir avec une certaine blanche pour ne pas avoir à le repeindre et ainsi éviter toute dissonance chromatique. Prime donc de façon très maticienne la relation entre les couleurs dans la construction plastique du plan ou du geste des acteurs. Car par ailleurs, Rohmer est particulièrement attentif à l'architecture dans laquelle il inscrit l'attitude de ses protagonistes. La liste est longue et je ne la ferai pas, des films du cinéaste dans lesquels la fenêtre s'instaure en dispositif d'organisation spatiale, activant bi- et tridimensionnalité, dans une simultanéité qui n'est pas sans rappeler nombre d'intérieurs de Matisse, oscillant entre mise en profondeur et aplanissement. Vous le savez, la fenêtre est un motif important pour Matisse, il y revient tout au long de sa vie. Il aime jouer de la multiplication des cadres dans les cadres. Chez lui, les plans s'enchâssent au rythme des miroirs, des cheminées, des paravents. Il superpose portes et volets, les permute parfois. J'ai donc voulu faire une petite sélection de quelques toiles pour vous rappeler à quel point la fenêtre lui a permis d'être un dispositif qui lui a permis de penser à la relation entre figure et paysage, fenêtre, entre intérieur et intérieur. Voici donc quelques images. Elles sont en dehors de la première qui est datée de 1905, c'est des toiles qui généralement sont datent de 1917, entre 1917 et 1922. Ici, évidemment, il s'agit de penser la fenêtre comme encadrement et comme paysage, directement. Je vous les ai montrés pour que vous les gardiez en tête et regardiez les photogrammes que je vais vous montrer de Pauline à la plage à l'aune, au prisme de ces toiles. Dans Pauline à la plage, la fenêtre est d'abord, de manière assez basique, un élément narratif important. Puisque la fenêtre ouvre sur l'extérieur, mais elle ouvre aussi sur l'intérieur et permet de voir ce qu'on ne devrait pas voir. Par exemple, Amanda Langlais vient se réveiller, veut retrouver sa cousine, qu'elle trouve en bonne compagnie. Et plus important encore, cette scène où Pascal Grégory revient de la plage. Pascal Grégory est fou amoureux d'Ariel Dombal, qui ne lui prête guère d'attention et préfère donner ses faveurs à un autre. Il est fou de jalousie, lève les yeux littéralement au ciel, et voici la vision qu'il a, Rosette, encore elle, avec quelqu'un dont évidemment on ne connaît pas l'identité.
Un couple se fait et se défait dans ce cadre qui a l'intérêt de créer du hors-champ dans l'image même. La fenêtre révèle mais cache, compliquant les jeux amoureux décrits par Homère. Le mystère des infidélités tout entier est contenu dans ce petit cadre. Mais Homère s'intéresse au motif de la fenêtre d'un point de vue plus plastique, donc maticien. Il a dit, je le cite, je montre beaucoup de fenêtres dans mes films, le rapport extérieur-intérieur est très important pour moi, je n'aime pas montrer les gens dans un appartement sans fenêtre. Et par ailleurs, il a beaucoup reproché au film qui sortait de trop coller au corps des acteurs, avec une caméra qui bougeait et donc faisait disparaître le décor. Ce qui lui importait aussi, c'était de montrer le rapport entre décor et personne, et comme je l'ai dit, intérieur et extérieur. Par exemple, il installe un dialogue et une étreinte entre Ariel Dombal et Féodor Radkin dans l'encadrement de 2 fenêtres qui ouvrent sur un mur de végétation. Chambre et jardin s'interpénètrent à travers des taches de rouge et de blanc parsemées dans le plan. On retrouve la tactique de Homère, c'est via une chemise, via des fleurs, via un sac de plage posé sur le rebord qu'il rappelle certaines couleurs. La fenêtre devient alors une surface d'échange quasi symétrique, dont l'enlacement des amants est une variante. C'est presque comme si Homère avait repris à son compte la recommandation que Matisse faisait à ses élèves de penser, je cite, aux lignes dures du châssis ou du cadre, elles ont de l'influence sur les lignes de votre motif. Ici, c'est un jeu de la séduction que Homère donne à voir, les corps se touchent, puis s'éloignent dans l'encadrement des fenêtres, avant qu'Ariel Dombal ne coupe court à la conversation et entraîne son interlocuteur dans sa chambre. C'est Homère, il est donc très pudique et nous laisse à imaginer la suite. En revanche, on voit disparaître Ariel Dombal, on voit son reflet dans la fenêtre, de même que celle de Féodor Radkin. La fenêtre devient ici simple reflet et surface. Chez Homère, et d'une certaine manière, chez Matisse, les reflets des vitres, les balcons, les balustrades suspendent les corps dans un entre-deux qui fait coïncider effet optique et structuration des sentiments. Il y a la mise en scène, aussi discrète soit-elle, dans le déploiement de ces zones de transition qui évoquent les agencements spatiaux à travers lesquels Matisse, je l'ai dit, a décliné toute sa vie le dialogue entre fenêtres, figures, nature morte et lumière. Souvent, Matisse a spatialisé ses sensations depuis l'espace intime de l'intérieur, fusionnant paysage et vision interne. Jacques Demy et Adi Esparda ne s'y sont pas trompés, qui convoquent ce ravissement du coloris, éminemment subjectif, pour mettre à vif les plaies amoureuses et les perversités de la cellule familiale. Je dirais même qu'il y a du sadisme chez Jacques Demy, à exalter formellement une plénitude typiquement maticienne pour mieux la profaner d'un point de vue fictionnel et psychologique. Dans Les Parapluies de Cherbourg, qui date de 1964, et qu'il conçoit comme un Matisse en chanson, c'est son expression, Demy transforme les corps, les objets, les habits, les carafes, vaisselle, les meubles, et même les fameux parapluies de la boutique, en jalons de couleurs en expansion, ce qui engendre une célébration très maticienne de la décoration comme expression d'une intimité féminine, mais ici, intimité, comme vous le savez, sacrifiée. Je n'ai sans doute pas besoin de vous rappeler l'histoire. Très rapidement, néanmoins, il s'agit donc d'une histoire d'amour entre Geneviève, incarnée par Catherine Deneuve. Elle tombe amoureuse, elle a 17 ans, et tombe amoureuse d'un mécanicien, Guy. C'est sans compter la guerre d'Algérie. Guy doit partir faire son régiment, il le dit dans le film. Ils vont être séparés et la mère de Geneviève fera en sorte de lui faire épouser un homme beaucoup plus riche, un diamantaire, Roland Cassard, qui lui convient bien mieux. C'est comme si Demy souhaitait égratigner du dedans ce foyer petit bourgeois, où vous vous souvenez peut-être, la polychromie finit par asphyxier le spectateur, engluer le regard. Là, on est dans l'appartement de Geneviève et de sa mère, et vous voyez à quel point cette surenchère
de couleurs, de motifs répétés, finit par saturer le regard. Les pans de couleurs bariolés n'en finissent pas de se succéder de pièce en pièce, comme dans les toiles de Matisse. Mais à Cherbourg, c'est l'enfermement de Geneviève que ces coquets papiers peints matérialisent. Les paravents, les miroirs, les encadrements de fenêtres repeints, les renfoncements colorés construisent une trame de rayures, de ramages et de motifs fleuris qui remplacent la perspective par la surface. Alors, je crois que la comparaison se passe d'explication. Je vais simplement rappeler quelques-unes des toiles célèbres de Matisse qui vous montrent à quel point Demy a regardé Matisse. Ici, avec une toile plus familiale et la leçon de piano. À la matière de Matisse, donc, Demy efface les limites entre corps et environnement. Il intervertit leur rapport jusqu'à envelopper la grossesse de Geneviève dans un motif qui reprend le motif, dans un tissu, qui reprend le motif du papier peint de sa chambre. Là, elle vient de recevoir sa bague de fiançailles de la part de Roland Cassard, son diamantaire. Le dispositif est le même lorsque Demy va jusqu'à fondre cette prostituée brune auprès de laquelle Guy va se réconforter. Il l'incorpore aux cloisons et mobilier rouge du bar-bordel où elle travaille, avec cette robe rouge elle aussi. Cette circulation des couleurs nie donc tout point de fuite, interdit la moindre respiration, ou même le moindre blanc. Il n'y a pas de blanc, très rarement, puisque ce bariolage ne s'arrête jamais. Et par ailleurs, c'est comme si une couleur en cachait toujours une autre. Comme une femme en cache souvent une autre, au cinéma du moins, c'est d'ailleurs ce qui se passe dans le film, une Geneviève brune, puisque la prostituée s'appelle Jenny, son nom est Geneviève, une Geneviève brune remplace la Geneviève blonde, et dans une sorte de paroxysme chromatique, la porte verte que Guy franchit après une nuit d'amour auprès de la prostituée s'ouvre théâtralement sur des murs roses qui font écho aux draps satinés du lit qui ont accueilli leurs ébats. Les couleurs s'étalent donc de plan en plan et à l'intérieur des plans eux-mêmes pour composer une volumétrie fluctuant entre planéité et relief. Une même forme d'irisation anime jusqu'à la saturation le provocateur Bonheur d'Agnès Varda, qui date de 1965. Je vous invite à le voir ou à le revoir. C'est un film extraordinaire. Je parle d'audace parce que Varda a l'audace et le culot de demander à Jean-Claude Drouot de jouer. Jean-Claude Drouot, c'est quand même dans l'imaginaire collectif Thierry Lafronde, et elle lui demande de jouer avec sa femme à la ville, et ses deux enfants. Pour dépecer, c'est scalper, c'est disséquer l'intimité d'un couple, avec l'alibi, et c'est ça qui est d'autant plus malsain, d'un véritable enchantement coloré. Dans le bonheur, la couleur joue un rôle évidemment primordial et s'affirme comme mouvement, d'abord dans des fondus enchaînés, vert, bleu, rouge, jaune, rose, je vais vous en montrer des exemples, qui stylisent la routine d'un ménage en un dégradé d'émotions redoublé par la modulation musicale. Comme les couleurs, deux morceaux de Mozart qui sont répétés obsessionnellement tout au long du film et qui donc font partie intégrale de l'armature de ce bonheur. Voici des exemples. Ici, c'est un fondu enchaîné au rouge qui est suscité par la flamme du briquet que tient Jean-Claude Drouot, saturation de l'écran et justification ensuite parce qu'on retrouve le feu dans ce barbecue. Dans la cuisine du couple, où c'est le jaune et le bleu qui dominent, c'est le bleu qui va l'emporter. Convoqué ensuite dans la ville, le bleu fait écho ici aux affiches publicitaires. Dans une scène d'amour entre Jean-Claude Drouot et sa maîtresse, c'est le jaune qui contamine l'écran, au point d'envahir la ville. Et enfin, dans une seconde scène avec sa maîtresse, c'est le mauve rose de son peignoir qui appelle un fondu enchaîné rose qui va même jusqu'à teindre la forêt dans laquelle il se promène.
À l'échelle du film, ces transitions monochromes imposent une rythmique qui fait de la vie domestique un objet plastique. Et un homme, sans trop vous en dire, mais je suis obligée de vous dire ça, un homme passe d'une femme à l'autre avec la fluidité, le naturel, qu'ont les couleurs à envahir l'écran. Ces excès décoratifs qui surpiquent avec une redoutable cruauté, je l'ai dit, il y a de la férocité ici de la part d'Agnès Varda, ce quotidien qui est idyllique par ailleurs, d'un couple vivant en banlieue avec 2 enfants adorables, font poindre la mièvrerie trompeuse. L'innocence ici n'a pas de couleur. Elle disparaît, encore une fois, dans une surenchère d'accords colorés. Et même les gestes ménagers, quotidiens, se font en couleur, ne se justifiant que pour l'harmonie des tons qu'ils suscitent. Des gros plans de main, donc étalant une pâte au rouleau, découpant un patron, arrosant les fleurs, humidifiant un vêtement d'enfant pour le repasser, active un continuum idéal de bleu, de mauve et de jaune. Continuum qui, je vous l'ai dit, définit le mécanisme même de l'intrigue, la substitution, je mets le mot entre guillemets, naturelle de l'épouse par la maîtresse, après la noyade, cette fois je mets un point d'interrogation après l'adjectif, accidentelle de la première. Je n'ai pas remis des photogrammes, mais il est frappant de voir qu'à la fin du film, Varda intègre les mêmes plans, il y a ce même continuum de couleurs, mais en revanche, les gestes ménagers sont censés être faits, les mains que l'on voit apparaître à l'écran ne sont plus celles de l'épouse a priori, mais celles de la maîtresse. C'est dire encore une fois sa perversité. Alors il faut noter que Varda elle-même, quand elle a pu commenter le film, a dit qu'elle avait été très inspirée par l'esthétique impressionniste. Et effectivement, il y a une sorte de rupture à l'œuvre dans le film qui réside dans les alternances entre le pointillisme pastel des paysages ruraux dont Varda, je l'ai dit, a revendiqué l'inspiration impressionniste, et les aplats plus vifs de la ville. Mais je ne pense pas que ces deux esthétiques ne soient contradictoires. C'est comme si, d'une certaine manière, il y avait un inconscient maticien qui découpait dans la couleur, comme Varda découpe dans les sentiments. Varda tranche dans l'espace champêtre, puis surtout urbain, pour en extraire des couleurs ready-made. Elle utilise tout. Les couchers de soleil, les affiches publicitaires, les véhicules, les parasols, les auvents de café, les devantures de boutiques, mêle tout ça dans un montage heurté qui engendre une espèce de collage mouvement. Ces assemblages, presque pop, donnent de la matérialité aux couleurs qui adviennent ainsi dans le temps. Alors, vous l'avez peut-être vu déjà dans l'exposition, je vais vous montrer la scène de séduction entre Jean-Claude Dumeau et sa future maîtresse. Les futurs amants prennent un café et la scène est exemplaire. Les couleurs jaillissent, vous allez le voir, à la faveur d'un paquet de cigarettes, d'une menthe à l'eau, d'une bière, se recombinant sans cesse au rythme des cadrages. Donc le trouble amoureux, en fait, se propage par un coup de rouge, de bleu et de jaune. Oui, vous avez vu l'ironie de Varda qui va jusqu'à repérer le mystère, la tentation dans le café. La caméra devient donc ciseau, comme si c'était par elle que Varda retrouvait le principe dynamique du découpage qui fut si capital à l'élaboration des gouaches par Matisse. Matisse disait que les ciseaux, je cite, donnent le mouvement de la vie circulante et c'est la fonction qui est remplie par la caméra dans le bonheur. Les emprunts iconographiques à Matisse sont donc nombreux chez les cinéastes de la Nouvelle Vague, de même que leur affinité plastique avec le peintre. Mais significative aussi est leur dette théorique à son égard, et son art fut pour eux un outil pour penser la forme au cinéma. J'ai tendance à dire que Matisse était d'autant plus important pour ces cinéastes qu'ils ont pu le convoquer comme méthode critique. Le cinéaste sans doute le plus intellectuel de la Nouvelle Vague, le moins plasticien, Jacques Rivette, a sublimement commenté un film de Rossellini, Voyage en Italie, en partant de Matisse. C'est un
texte qui, selon Romer, enfonce les portes du sublime. Je vais vous en lire un long extrait, donc j'ai voulu le mettre à l'écran. Vous allez voir comment Rivette commente le film à partir de ce qu'il estime être la justesse du trait maticien, net, pur, mais ignorant de son destin. Moderne, affirmai-je. C'est ainsi que dès les premières minutes de projection de Voyage en Italie, un nom qui, semble-t-il, n'avait rien à faire ici, ne cessa de me tracasser l'esprit. Matisse. Chaque mouvement confirmait en moi la secrète parenté du peintre et du cinéaste. C'est ce qu'il est plus simple d'énoncer que de démontrer. Il suffit d'abord de voir, tout au long de la première partie, constater ce goût des larges surfaces blanches, juste rehaussé d'un trait net, d'un détail presque décoratif. Si la maison est neuve et d'aspect tout moderne, c'est bien sûr que Rossellini s'attache d'abord aux choses contemporaines, à la forme la plus récente de notre cadre et de nos mœurs. C'est aussi par simple délectation visuelle. Cela peut surprendre de la part d'un réaliste, et même néo-réaliste. Pourquoi, grand Dieu? Réaliste, Matisse l'est aussi, que je sache. L'économie d'une matière agile, l'attrait de la page blanche et chargée d'un seul signe, de la plage vierge ouverte à l'invention du trait juste. Tout cela, loin de desservir le propos du cinéaste, lui donne un accent neuf, actuel, qui nous atteint dans notre sensibilité la plus récente et la plus vive. Tout cela touche en nous l'homme moderne et témoigne déjà sur l'époque, aussi précisément que le récit. C'est dire combien Matisse a donc aussi informé, stimulé la pensée théorique des cinéastes de la nouvelle vague. Je vous remercie de votre attention. Mais là, voilà, tu nous as expliqué vraiment beaucoup plus en détail toutes ces rencontres, tout ce dialogue entre ces cinéastes et Matisse, et d'arriver voilà, sur la page blanche, l'homme moderne, la page blanche, la page ouverte. Ça me plaît beaucoup parce que, évidemment, un des grands attraits de Matisse, c'est cette ouverture. C'est ce que, voilà, l'œuvre ouverte, hein, c'est ça le grand principe. Et c'est ce pourquoi le dialogue peut être basé sur de multiples entrées. Et là, c'est une des plus belles entrées qu'on puisse imaginer. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Dominique? Non, je suis très sensible à ce qu'on a voulu dire, mais qu'on n'a pas pu dire aussi bien. Le hasard a voulu que lorsqu'on a préparé l'exposition avec Claudine, on a eu la chance de parler avec Agnès Varda avant que celle-ci ne parte de cette planète. Et elle ronchonnait comme toujours. Elle a rappelé l'impressionnisme de son film Le Voleur. Et puis, on lui a révélé, enfin, on lui a fait se souvenir son propre travail lorsqu'elle sature en effet chaque plan, et que c'est au moment où le plan est absolument cyan, magenta ou jaune, qu'elle coupe à ce moment-là, parce que tous les films couleurs ont toujours un moment de noir. Elle a supprimé les noirs. Et donc, on lui a dit, mais voilà, Agnès, ça me semble évident qu'il devait y avoir ce que Alix a dit, un inconscient maticien chez elle. Et alors, bien évidemment, comme elle avait un tempérament très fort, magnifique, ne voulant pas qu'on lui apprenne quelque chose sur elle-même, elle dit oui, c'est vrai, d'ailleurs, c'est exactement au moment où je faisais un livre sur la Côte d'Azur, et t'as vu, on a mis un Matisse dans le livre, hein, plusieurs même. Donc, vraiment, j'ai trouvé que les exemples que Alix nous a donnés, on n'a pas pu. Ça, c'est l'intérêt d'une conférence en plus. Non, j'avais pas de question, je voulais simplement dire que c'était très convaincant. Pour Rossellini, on aurait pu, on avait songé avec Claudine mettre un plan supplémentaire dans la dernière salle consacrée à la vague, aux vagues
maticienne, on voulait mettre le premier film, un extrait du premier film de Rossellini tourné avec Ingrid Bergman, Stromboli, où la fameuse scène de pêche au thon, il y a ces extraordinaires plans où Ingrid Bergman est littéralement, comment dire, effacée, mis à travers les vagues qui s'élèvent dans la tempête de la pêche. Et oui, la vie est faite de renoncements. Et comment s'appelle l'actrice, son nom m'échappe dans le film, l'actrice dans le film d'Agnès Varda. Agnès Varda, donc pas l'épouse de... C'est... Voilà, mon Dieu, là, le nom m'échappe aussi. Voyez. C'est ça, Voyez. Voilà. Et je ne sais pas comment c'est arrivé, mais il y a eu un livre de Marie-France Boyer, Marie-France Boyer, que nous avons d'ailleurs, je crois, à la librairie, publié à la Bibliothèque des Arts chez Zitz et Calande, qui est un des livres sur l'atelier de Vence de Matisse, qui est très très illustré de photographies d'Hélène Adam. Et c'est Marie-France Boyer, et tout d'un coup, mais oui, il y a une connexion. Elle a publié ce livre dans les années 90, fin des années 90. Alors je voudrais essayer quand même de la retrouver pour lui envoyer notre catalogue. Bien sûr. Parce que ça aurait été magnifique qu'elle vienne même pour retrouver Matisse ici, avec le cinéma. Voilà, c'est fabuleux. Voilà. Lien. Parce que voilà, quelque chose comme ça, hasardeux. Peut-être pas par un total hasard. C'est ça, peut-être pas au bout du compte. Merci beaucoup, Alice, et bonne fin de journée.